Bienvenue dans cette deuxième édition de Multiplex. Multiplex, c'est la Learning Expedition depuis votre bureau. J'espère que chacun d'entre vous va bien, chacun chez soi. Pour rappel, Multiplex, c'est chaque jour de midi à 12h30 et on vous propose à tous, collaborateurs, clients, amis, partenaires, de vous connecter sur Zoom pour partager en une demi-heure le décryptage d'une tendance clé de l'économie et de la tech. Aujourd'hui, ce sont Hugo H., CTO mobile chez Faber Novel, et Nicolas Cabane, Project Analyst chez Faber Novel aussi, qui vont prendre la parole sur le sujet des super apps pour analyser, à travers le modèle de WeChat, la façon dont les super apps exploitent les API pour devenir les écosystèmes de demain. Petit rappel, assurez-vous bien que votre micro est en mute. Et pour poser vos questions, ça se passe sur le chat de Zoom. Moi, je suis Fleur Douai, je ne me suis pas présentée, je suis directrice des communications chez Faber Novel et je me ferai votre modératrice et porte-parole à la fin de la présentation d'Hugo et Nicolas pour leur poser toutes vos questions. Les garçons, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup Fleur. Je m'appelle Nicolas Cabane, je suis Project Analyst chez Faber Novel et j'ai le plaisir d'animer la session d'aujourd'hui avec Hugo, donc notre CTO mobile. Bonjour à tous. Alors pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce concept de super app, alors ne vous inquiétez pas, on va dans une première partie expliquer brièvement de quoi il s'agit, puis nous verrons de quelle manière les super apps mettent à profit les API pour renforcer leur position. Pour votre information aussi, aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la plus célèbre des super apps, WeChat, donc un modèle qu'on a analysé en détail au cours d'une étude que vous pourrez retrouver sur SlideShare sur le compte de Faber Novel. Et avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question sur cette super application chinoise et vous pouvez mettre vos réponses dans Zoom. À votre avis, quel est le taux de pénétration de WeChat en Chine 76%, 83%, 95% ou 98%. Donc il y a un peu de tout, il y a beaucoup de 98, 95. Alors, c'était pas aussi ambitieux, mais c'est 83%. Ça veut dire que tout le monde est sur WeChat en Chine, toutes les tranches de la population. Rapidement, je vais vous donner un petit peu de contexte sur WeChat. Donc WeChat, c'est une application qui est lancée par Tencent en janvier 2011. Tencent étant l'une des plus grandes entreprises technologiques chinoises. C'est le T des BATX, donc les Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. C'est un peu les équivalents chinois des GAFA américains que vous connaissez tous, Google, Apple, Facebook, Amazon. En seulement 9 ans, donc les chiffres de WeChat donnent le vertige. C'est plus d'1,1 milliard d'utilisateurs actifs. Il y a donc un taux de pénétration de 83%. Ce taux, il monte jusqu'à 92% en moyenne dans les grandes villes. Si on compare à un Facebook, c'est que 68% sur le marché américain. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est bien que WeChat s'est véritablement imposé comme l'infrastructure connectée de tout un peuple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec WeChat? Pour faire simple, WeChat, c'est un petit peu un mélange de toutes les applications que vous pouvez avoir sur votre smartphone. C'est la proposition de valeur d'un smartphone, mais dans une seule application. Donc, c'est une sorte de couteau suisse numérique pour la vie de tous les jours. Donc, WeChat, en chinois, c'est Weixin, ça veut dire micro-message. Donc, ça s'est créé en étant une application de chat avant tout, un équivalent d'un WhatsApp. Où vous pouvez échanger des messages, échanger des vidéos. Très vite, ils ont créer des fonctionnalités sociales. Donc, vous avez une sorte de mur pour partager du contenu. Il y a des stories, c'est un peu un mix entre les fonctionnalités que vous pouvez avoir chez Snapchat, Instagram et Facebook. C'est aussi un portefeuille numérique, donc un wallet, avec la solution de paiement à dossier WeChat Pay, où on peut payer, transférer de l'argent, en recevoir, aussi avoir accès à tout un tas de produits bancaires et assurantiels. C'est un peu un mix entre un Revolut, PayPal, Lydia. Et enfin, WeChat, c'est surtout un lieu où des utilisateurs vont pouvoir se connecter avec des marques et des services gouvernementaux, et ce, principalement par le biais de mini-programmes. Donc, mini-programme, c'est une notion qu'on va beaucoup une sorte d'application légère basée sur des technos web que vous allez pouvoir ouvrir quand vous en avez besoin, au lieu de le télécharger en dur sur votre téléphone. Donc, de la même manière que maintenant on stream un film sur Netflix plutôt que de le télécharger sur son ordinateur, WeChat permet de faire en quelque sorte la même chose, de streamer une application. Donc en bref, l'écosystème WeChat
offre autant de possibilités, voire bien plus que celui de l'App Store ou du Google Play Store en une seule application. Et on peut trouver des mini-programmes pour absolument tout et n'importe quoi. Accéder à des jeux, faire ses courses, trouver un lit d'hôpital, renouveler son visa, réserver un billet d'avion, on peut même faire des demandes officielles de divorce sur WeChat. WeChat, c'est ce qu'on appelle une super app. Donc, pour résumer, une super app, il y a 3 ingrédients principaux. Il y a un point d'accès unique, il y a une seule app. Il y a un écosystème intégré et homogène de services. Donc, c'est simple et fluide de passer d'un service à un autre. Et il y a sa propre solution de paiement. La promesse, elle est claire, vous êtes à un clic d'à peu près tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment WeChat qui a inventé ce modèle de super app. À son lancement, on vient de le dire, c'était juste une application de messagerie. Et au fur et à mesure, ils ont ajouté des fonctionnalités et ils ont fini par arriver à ce modèle. Et cette trajectoire à succès de WeChat, elle a beaucoup inspiré d'autres acteurs, notamment en Asie et en Asie du Sud-Est, où le modèle a beaucoup été copié. On peut le voir sur la droite, les entreprises qui ont un peu copié WeChat. Et c'est intéressant de voir que ces services viennent d'horizons totalement différents. WeChat a commencé comme une application de chat. Alipay, c'était une solution de paiement. Grab et Gojek, c'est un peu les Uber de Singapour et d'Indonésie. Et au final, en ajoutant plus de services au sein d'un écosystème, en rajoutant du paiement, ces services se transforment en super applications qui se ressemblent, alors qu'à la base, elles n'avaient rien à voir. Donc, c'était aussi différent que peuvent l'être un WhatsApp et un Uber. Pourquoi le concept de super app a réussi à séduire autant de milliards et de centaines de millions d'utilisateurs? Donc, il y a beaucoup d'éléments de réponse pour expliquer ce succès, mais il y en a un qui ressort particulièrement, c'est le fait qu'elle vous permette de gagner du temps. Gagner du temps, de fluidifier votre quotidien en mobilité et de résoudre des problèmes. C'est un peu l'image du couteau suisse qu'il faut avoir en tête. Lorsque vous utilisez un couteau suisse, l'objet vous rend service et vous valorisez ce service. C'est un peu pareil avec une super app. Si on prend l'exemple des vélos en libre service mobile, par exemple, en Europe, vous voulez réserver un vélo, il faut aller sur l'App Store, télécharger l'app, créer un compte, saisir ses informations personnelles, rentrer les numéros de carte de crédit, acheter un pack, etc. Ça vous prend 10 minutes et après, vous pouvez rouler. Sur WeChat, vous êtes déjà utilisateur, vous êtes déjà logué, vous avez déjà votre compte bancaire qui est sur WeChat, donc vous avez juste à lancer le mini-programme, scanner le QR code et vous pouvez partir. Ça prend 10 secondes. Et donc, WeChat a vraiment adopté une logique de designer dans le développement de son service et vous permet de réduire le temps qui est nécessaire pour mener à bien une action. En quelque sorte, WeChat réduit la distance qui vous sépare de la résolution de votre problème et vous permet de passer à un autre problème. Et les super applications ne se trouvent pas uniquement en Chine ou en Asie du Sud-Est. C'est un modèle qui s'étend très rapidement au Moyen-Orient, avec Careem par exemple, en Afrique avec OPay, en Amérique latine avec Rappi, et même des acteurs occidentaux comme Uber ou Facebook qui maintenant publiquement commencent à s'en inspirer. Donc si on additionne toutes les centaines de millions d'utilisateurs de ces plateformes, il y a peut-être à la grosse maille 1/5 de l'humanité qui interagit quotidiennement avec ce genre de service. Et pourtant, en Europe et aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez abstrait et relativement absent. Quand on est une entreprise, une marque en Chine principalement, mais aussi dans le monde, vous avez le choix entre une myriade de canaux digitaux pour vous connecter à vos utilisateurs. Donc avoir votre propre site internet, vous pouvez vous distribuer sur des marketplaces. Si vous avez votre propre site internet, ça peut être un site internet, ça peut être une app mobile, ou ça peut être de se distribuer, d'être présent sur des super apps comme WeChat. Et quand vous êtes présent sur WeChat, il y a grosso modo 2 grands moyens de se connecter à sa base d'utilisateurs. Il y a via les comptes officiels, qui peuvent être de 2 types, donc c'est des sortes de pages Facebook si on veut faire vite, et des mini-programmes. Et les mini-programmes donc, s'appuient fortement dans les 2 cas sur l'implication des partenaires pour créer de la valeur pour les utilisateurs finaux. Je vais rapidement faire le focus sur les comptes officiels. Les comptes officiels, il y en a de 2 types. Il y a les comptes de service, les service accounts, et les comptes d'abonnement, les subscription accounts. Les 2 offrent aux partenaires la possibilité de discuter avec l'utilisateur final sous forme de chat. Là, vous avez l'interface de WeChat, donc c'est, comme vous pouvez le voir, vraiment une interface conversationnelle, donc sous forme de messagerie. On va discuter de la même manière avec une marque qu'on discute avec ses amis. Ces 2 comptes officiels ne changent pas vraiment la donne en termes de technologie. Les subscription accounts sont principalement utilisés pour partager fréquemment du contenu et des articles.
Et les service accounts sont un peu plus complexes, ils sont moins axés sur le partage fréquent d'informations. Il y a accès à beaucoup plus de services et surtout, c'est des portes d'entrée vers les mini-programmes et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va faire le focus plutôt sur cette deuxième partie, le mini-programme qui offre une palette quasiment infinie de potentialités de services. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est un canal qui est très efficace pour proposer donc, du service. Ça a déjà convaincu des millions de personnes de l'utiliser chaque jour. Ça a été lancé par WeChat qu'en 2017 et ça a déjà été copié par tout un tas d'autres acteurs que vous pouvez voir sur ce slide, et notamment Alipay et Baidu. Et je vais laisser Hugo vous en dire un peu plus sur ces fameux mini-programmes. Merci Nicolas. Donc, la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, c'est celle de savoir est-ce que j'ai une expérience similaire mini-programme dans les applications, on va dire, plus occidentales. Ce que vous pouvez connaître de similaire, c'est ce qu'on appelle les web views. Donc, globalement, si vous êtes sur Facebook, sur Twitter ou autre, vous avez une marque qui vous poste un lien et en fait, ça vous ouvre son site web au sein d'une page web. Alors, j'espère que les GIFs fonctionnent bien et que vous avez une bonne connexion. Ce que vous pouvez vous rendre compte sur la droite, c'est que l'expérience, déjà, il y a une rupture au niveau de l'interface. On sent bien qu'on est dans un cadre assez différent de celui de l'application. Et il y a aussi une expérience en termes de temps de chargement, de pop-up, d'encombrement qui est quand même pas hyper agréable. Je pense que vous l'avez tous déjà expérimenté au travers de vos différentes expérimentations sur Facebook ou Twitter. Sur la gauche, par contre, on a fait un enregistrement d'écran de WeChat. Et ce dont on se rend compte, déjà deux choses, la rapidité avec laquelle le mini-programme va s'ouvrir. Et aussi, on peut constater qu'on reste dans une interface qui est très fluide et on n'a pas l'impression de sortir de l'application. Donc, on a vraiment au final une expérience utilisateur qui est complètement différente. Et là, maintenant qu'on se rend compte que c'est cette finalité d'expérience utilisateur qui fait toute la différence avec les mini-programmes, on peut se demander comment WeChat a réussi à faire ça alors que des gens chez nous réalisent des applications mobiles depuis un petit moment. Et en fait, quand on ouvre le capot et qu'on regarde vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de l'application WeChat, ce n'est pas vraiment de la magie noire. Ce que WeChat a fait, c'est qu'il offre à tous ces mini-programmes une API enrichie par rapport à ce que peut offrir un site web classique. Donc, cette API, elle se décline dans trois grands axes. Il y a tout d'abord une API qui est dédiée à l'UX, à l'expérience utilisateur. Donc, quand vous développez un mini-programme WeChat, ce sont des techno-web, c'est comme si vous écriviez un site web, mais on vous rajoute des fonctions. Des fonctions pour afficher une modale, des fonctions pour ajouter une tab bar. Et quand vous utilisez ces fonctions préfaites, qui vous font gagner du temps, vous, en tant que développeur, en fait, vous utilisez des éléments qui sont déjà designés par WeChat et qui assurent cette fameuse continuité de l'expérience utilisateur. Ensuite, sur un second point, WeChat, c'est une application qui est extrêmement, on va dire, branchée avec votre téléphone, qu'il soit iOS ou Android. Et donc, l'application WeChat, elle demande plus ou moins tous les accès. Donc, comme l'application WeChat peut avoir accès au Wi-Fi auquel vous êtes connecté, aux différents capteurs comme l'accéléromètre et ce genre de choses, elle va offrir toutes ces fonctionnalités à ces mini-programmes. Ce qui fait une différence notable avec les sites web qui, eux, en règle générale, ont un accès assez limité au téléphone de l'utilisateur. Enfin, et ça, c'est sûrement ce qui fait encore plus la différence, c'est que WeChat offre à ces mini-programmes la possibilité de déclencher en un seul appel de fonction ce qui fait sa force. Donc, ce qui fait sa force, c'est avoir un profil utilisateur déjà bien rempli, donc qui permet au sein d'un mini-programme d'obtenir l'identité de la personne sans avoir à lui demander login, password, création de compte et ainsi de suite. Il y a aussi le paiement. On peut déclencher un paiement dans un mini-programme WeChat en un seul clic. On oublie le fameux tunnel de paiement où on rentre sa carte bleue, ce qui peut être un peu anxiogène, qui prend du temps, qui est toujours compliqué. Et enfin, on peut aussi très simplement, depuis un mini-programme WeChat, interagir avec le chat à l'intérieur de WeChat, ce qui est le cœur aussi de métier de WeChat. Donc, globalement, si on se rend compte de ce qui se passe, en fait, WeChat devient une sorte d'OS ou de système d'exploitation pour ces mini-programmes. Et bien, en fait, affranchir les différences entre iOS et Android, un mini-programme ne sait pas s'il tourne sur iOS ou Android, mais il a accès à toutes les fonctionnalités du téléphone, à une interface unifiée et aussi à toutes les fonctionnalités WeChat. Mais alors, vous allez me dire, globalement, bon, c'est super, mais à quoi bon redévelopper un mini-programme WeChat? Parce que dans mon entreprise, j'ai déjà développé une application mobile qui tire profit de toutes les fonctionnalités du téléphone. Et je pense que là, c'est bien de prendre un petit pas en arrière et de regarder en fait ce qui, depuis 20-30 ans, s'est passé.
globalement, au début des années 2000, toutes les entreprises, on venait les voir en disant il faut absolument créer un site web, c'est vraiment là-dessus que tout va se passer. Et la question à ce moment-là était de se dire mais j'ai déjà tous mes magasins physiques. Si je crée un site web, globalement, l'expérience sera peut-être un peu moins bien. Et puis surtout, je risque de cannibaliser mes magasins parce que j'ai vraiment envie d'ouvrir un site web pour fermer mes magasins. J'imagine que la plupart d'entre vous ont décidé de créer un site web et s'en portent plutôt bien. Et rebelote, nous voilà en 2010, 10 ans plus tard, vous avez votre site web qui fonctionne très bien avec une énorme base d'utilisateurs, beaucoup de transactions, tout est parfait. Et on vous dit, bon, bah, maintenant, il faut créer des applications mobiles. Alors, vous commencez à vous dire, mais quel est l'intérêt de créer une application mobile? C'est comme une sorte de site web sur mon téléphone qui fait un peu plus de choses, mais est-ce que ce un peu plus de choses m'est vraiment utile? Là encore, maintenant qu'on est en 2020, on a 10 ans de recul, la grande majorité des entreprises ont développé leur application mobile et ont su tirer parti des avantages qu'offrait le mobile. Et là où aujourd'hui on se retrouve, c'est que globalement, ce cycle de consolidation, on va dire, ou de nouvelles plateformes qui arrivent tous les 10 ans, ce sont les super apps qui viennent nous poser la question de est-ce qu'en plus de mon site web, en plus de mon application mobile, je devrais aller créer mon mini-programme sur WeChat? Est-ce que ça ne va pas être redondant avec mon application mobile? Alors, pour répondre à ça, un des grands bénéfices de développer son mini-programme sur WeChat, c'est de rejoindre l'écosystème WeChat. Donc, globalement, si on prend un parallèle avec une API, on va dire, plus classique, par exemple, je ne sais pas, l'API Uber. Donc, grâce à l'API Uber, vous pouvez commander un Uber par des interfaces de programmation et c'est ce que fait Citymapper, par exemple, quand il vous dit que quand vous voulez être d'un point A à un point B, Uber peut vous le permettre en temps de minutes et en temps d'euros. Aujourd'hui, quand Uber fait ça, il propose son service aux autres au travers de son API. Mais WeChat, en fait, avec ses API de mini-programme, va beaucoup plus loin parce qu'il va proposer son service, bien évidemment. Donc, comme on a dit, par exemple, le paiement. Mais en fait, il va surtout partager sa base d'utilisateurs. Quand vous créez votre mini-programme pour WeChat, en fait, vous vous rendez disponible auprès du milliard d'utilisateurs qui est sur WeChat. Et donc, c'est un pari pour WeChat. Parce que en fait, WeChat vous ouvre la porte vers sa base d'utilisateurs. Ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que dans cet écosystème, c'est un peu une symbiose, parce que vous aussi, en créant votre mini-programme, vous allez inciter vos utilisateurs à plus utiliser WeChat, à rester sur WeChat, et donc vous allez venir participer à ce pool d'utilisateurs. Donc, il y a forcément un bénéfice pour vous parce que vous bénéficiez de tous les utilisateurs WeChat présents. Mais de votre côté, vous ouvrez aussi la porte à vos utilisateurs de rentrer dans cet écosystème WeChat où vos concurrents directs ont peut-être aussi leur mini-programme et peuvent aussi venir vous concurrencer. Donc, c'est un trade-off à avoir entre ce que vous voulez récupérer comme utilisateur, ce que vous voulez offrir comme utilisateur. Et c'est vraiment cette logique d'écosystème qui fait une des grandes forces des mini-programmes. Et globalement, si on devait se concentrer sur les 3 grands points forts des mini-programmes, je les ai rapidement cités, mais d'un point de vue plus technique. Ici, en fait, c'est avec un mini-programme, on oublie toutes les problématiques qui sont liées à l'identification et à la collecte de données sur l'utilisateur et notamment de vérifier son identité. J'imagine que si vous avez déjà développé un service numérique, vous savez à quel point ces pages de login peuvent prendre du temps et nous semblent superflues mais sont indispensables au fonctionnement de l'application. Ici, dans un mini-programme WeChat, on oublie cette problématique. Tout est déjà disponible pour notre mini-programme. Ensuite, le paiement en un clic. Ici, encore une fois, le fameux tunnel de paiement, rentrer sa carte bleue, le fait de faire passer l'utilisateur à l'acte et de vous donner des données sensibles. Là encore, aussi, on oublie. Donc, plus simple pour vous et plus simple aussi pour vos utilisateurs d'interagir avec un mini-programme. Et enfin, ça, c'est peut-être un peu moins évident, mais c'est qu'en intégrant cette plateforme de mini-programme, vous bénéficiez de l'infrastructure de la super app. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? WeChat, qui est extrêmement implanté en Chine, par exemple, possède beaucoup de serveurs, on va dire, à proximité de ses utilisateurs finaux pour s'assurer d'avoir un temps de réponse qui est extrêmement bon sur tous ces services. Globalement, vous, en intégrant votre mini-programme au sein de WeChat, vous allez être distribué par tous ces serveurs de proximité et vous allez bénéficier de cette rapidité. Donc, c'est vraiment un élément qui, pour le coup, est un peu moins visible, mais qui peut changer la donne pour l'expérience finale avec vos utilisateurs. Et comme depuis tout à l'heure, on parle de WeChat, de la Chine, du fait que ce soit déjà consolidé
autour d'une application existante où vous avez simplement à choisir est-ce que je vais sur WeChat ou pas. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'en Europe et en Amérique du Nord, il n'y a pas vraiment encore de super app. Donc, la question se pose aujourd'hui de qui sera la super app européenne ou américaine. Et vous pouvez même vous poser la même question en disant est-ce que mon entreprise peut créer une super app? Aujourd'hui, on pense qu'il y a la place pour créer une super app sur ces terreaux-là. Et globalement, les 3 principaux ingrédients qu'on estime indispensables pour réussir à s'imposer, le premier, c'est d'avoir un service cœur ou clé qui est assez fort pour supporter tout l'écosystème. Donc, très majoritairement, jusqu'à aujourd'hui, on a constaté que c'était le paiement qui consolidait tout cet écosystème. Aujourd'hui, on a des acteurs comme Uber, par exemple, qui tentent leur coup sur la mobilité, en disant que finalement, peut-être autour de la mobilité, on pourrait constituer un écosystème cohérent et qui arriverait à vivre. Le deuxième point indispensable pour réussir à devenir une super app, c'est d'avoir des partenariats et des partenaires initiaux pour bootstrapper votre écosystème. Donc, globalement, on sait que les mécaniques de plateforme et d'écosystème, une fois que ça fonctionne, c'est très vertueux pour tout le monde. Le gros problème, c'est de mettre de l'eau au moulin. Et pour l'eau au moulin de votre super app, vous voulez partir avec des partenaires qui sont prêts à investir dans votre projet, parce que pour eux, au début, ils vont avoir plus d'investissement que de retour sur investissement. Et surtout, d'avoir des gens qui vont vous suivre dans la durée et qui apportent des services complémentaires, qui vont faire qu'autour de votre service clé, vous allez avoir une proposition de service pour tous vos utilisateurs qui soit assez large pour que votre app devienne super app. Et évidemment, enfin, on ne crée pas une super app depuis zéro, comme on le mentionnait tout à l'heure. Ce qui fait une des forces de la super app, c'est le pool d'utilisateurs existants et vous devez quand même posséder un certain nombre d'utilisateurs disponibles pour bootstrapper votre écosystème. Donc aujourd'hui, c'est ces critères abstraits. Si on voulait les projeter sur un exemple, on pourrait dire par exemple en France, Le Bon Coin pourrait être un candidat intéressant. Donc Le Bon Coin a une valeur clé assez forte qui est le transactionnel entre les différents particuliers, donc très fort autour de ça. Des partenariats avec Le Bon Coin, on peut en imaginer plusieurs avec des gens ou des marques de fourniture par exemple, ou en fait tout ce qui est dans le retail pourrait s'associer avec Le Bon Coin. Et enfin, c'est vrai que le point fort de Le Bon Coin aujourd'hui, c'est leur base d'utilisateurs gigantesque en France. Donc voilà un exemple de ce qui pourrait être le terreau d'une super app française. Alors aujourd'hui, notre message, c'est que notre présentation l'a axé autour de WeChat, qui est le grand vainqueur de l'économie asiatique. Cependant, ce qu'on se dit, c'est que les super apps, elles ne vont sûrement pas rester cantonnées à l'économie asiatique et c'est à peu près sûr qu'elles vont débarquer en Europe et aux États-Unis. La question à laquelle on souhaite répondre, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une super app, mais c'est quand va-t-elle arriver et surtout quel choix ferez-vous, quelle super app souhaiterez-vous rejoindre et à quel écosystème souhaiterez-vous participer selon votre industrie. Tout ça est basé sur une étude beaucoup plus large sur WeChat qu'on vous invite tous à consulter. N'hésitez pas à la jouer comme sur WeChat et à sortir votre portable pour scanner le QR code qui est sur votre écran. Et je vous remercie à tous. Maintenant, je pense qu'il est venu le temps des questions avec Fleur. Merci beaucoup. Merci les garçons. Merci Hugo, merci Nicolas. Je ne vois pas de questions apparaître sur la conversation de groupe Zoom. Il y a déjà un feedback de César qui dit que c'est super intéressant. J'espère que c'est un feedback partagé. Vous avez plein de bravos, de merci. Mais a priori… Globalement, si les gens n'ont pas encore de questions, avec Nicolas, on avait un sujet qui est un sujet un peu de connaisseur et qui était la question de est-ce que WeChat est déjà en déclin face au nouveau cool kid qui est TikTok, alias Douyin en Chine? Est-ce que tu veux en dire un petit mot, Nico? Ouais, on peut en dire rapidement un petit mot et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées aussi. Ah ouais. L'idée, c'est effectivement avec TikTok qui est un peu la nouvelle bande passante en Chine. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils essayent de répliquer le playbook WeChat
à la fois en associant du jeu vidéo, en lançant leur propre jeu pour créer de l'attraction sur leur plateforme, mais aussi en développant des mini-programmes et en développant des fonctionnalités assez addictives, ce qui force aussi WeChat à revoir sa copie et se dire bon bah aussi je dois développer ces fonctionnalités-là. Et c'est vraiment une guerre d'écosystème qui est en train de se jouer. Après, WeChat est tellement ancré dans les habitudes des utilisateurs pour le quotidien. C'est pas juste du chat, c'est faire ses courses, faire toutes les actions du quotidien. Ce qui fait que ça va être intéressant de voir comment le temps d'attention s'érode sur WeChat et si une super app peut se faire détrôner alors qu'elle est très très bien implantée. Ça sera une bonne occasion de le voir avec ByteDance parce que c'est un sérieux concurrent. Ok, alors je vous propose de... Merci Nico, je vous propose de prendre quelques-unes des questions. Finalement, on a plein de questions qui sont arrivées. Une question sur la sécurité des données. Est-ce que vous avez un commentaire ou une réponse à apporter sur qu'en est-il de la sécurité des données? Alors, c'est une question qui est super intéressante, parce que globalement, on a eu, avec Nicolas, on a eu la chance d'aller à Shanghai en juin dernier et d'échanger avec plein d'entreprises non chinoises qui souhaitent investir l'écosystème WeChat. Et globalement, nous, on s'imaginait qu'en Europe, on était les fers de lance de la propriété privée avec le RGPD. Et en fait, ce qu'on a appris en rentrant plus dans le détail en Chine, c'est que le gouvernement chinois a aussi une politique assez stricte sur les données des utilisateurs chinois et que les données sont globalement assez bien protégées. Et pour résumer très simplement, c'est que rien ne peut sortir de Chine globalement. Donc, si vous voulez opérer sur WeChat avec des utilisateurs chinois et que vous êtes une marque européenne, vous allez devoir ouvrir dans des data centers différents serveurs pour y stocker les données que vous allez récolter sur les utilisateurs chinois. Et donc, il y a cette question de la localisation des données et en fait de leur déplacement. Il faut aussi savoir que dans WeChat, ce n'est pas open bar non plus pour les mini-programmes. Quand vous voulez accéder en fait, par défaut, vous avez un ID, mais qui est spécifique à votre mini-programme, donc que vous ne pourrez pas croiser entre différents mini-programmes. Et si vous souhaitez avoir des informations plus identifiantes, comme le numéro de téléphone ou un identifiant unique sur WeChat, dans ce cas-là, c'est une pop-up qui va apparaître sur l'écran de l'utilisateur et il va devoir valider qu'il vous donne cet identifiant-là. Un peu comme aujourd'hui sur votre téléphone, quand on vous demande votre localisation, vous devez donner votre accord avant ça. Donc, globalement, la protection des données existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur WeChat, cette protection des données, elle est extrêmement dépendante du gouvernement chinois. Donc, globalement, c'est plus ou moins le gouvernement chinois qui a la main sur toutes les données WeChat et l'intégralité des citoyens chinois font confiance à leur gouvernement pour gérer ça. Mais font confiance dans la mesure où ils savent que le gouvernement a une visibilité intégrale sur tout ce qui se passe sur WeChat. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. C'est juste, est-ce qu'on peut revoir le QR code? Donc, si on peut afficher le... Voilà, super. Merci beaucoup. Ça, c'était pour Jean-François Reynaud. Par ailleurs, il y avait une question sur est-ce que vous avez observé s'il y avait des différences d'usage sur WeChat avec le confinement en Chine? Là-dessus, je vous invite à la session de demain à midi, puisqu'on sera en direct avec Shanghai, avec la Managing Director de Shanghai qui s'appelle Rachel Dedou et qui nous fait son multiplex sur comment la crise du nouveau Covid dessine un nouvel écosystème du social media en Chine. Donc, ce sera l'occasion de lui poser toutes vos questions. Je vous propose de passer à une autre question qui est remontée sous différentes formes, à savoir c'est quoi les super apps dans les autres géographies et notamment quel candidat pourrait être une super app pour les US et la Grande-Bretagne? Ce qui est intéressant de voir, c'est les récentes déclarations de Uber qui aimerait devenir la Everyday App, donc une manière de dire qu'elle aimerait être une super app. Elle vient de racheter aussi Careem au Moyen-Orient. Careem a exactement le même discours de « j'aimerais être la super app du Moyen-Orient ». Dans les pays en voie de développement, effectivement, c'est assez différent parce qu'il y a peu de concurrence, il y a moins de concurrence sur ces services-là. Donc, une fois qu'on a l'utilisateur sur sa plateforme et avec sa carte d'identité et son identifiant, on peut lui proposer n'importe quel service et additionner en plus sur la plateforme et c'est peut-être un peu plus fluide. Aux États-Unis et en Europe, j'ai l'impression que ça va être soit un Uber, peut-être un Leboncoin, un Rappi qui est aussi intéressant sur la livraison, mais encore assez early stage.
c'est peut-être aussi et sûrement des entreprises qui sont déjà présentes, type Facebook, qui vont faire évoluer leur modèle. Il y a beaucoup d'interviews récentes de Mark Zuckerberg qui parle de merger Instagram, WhatsApp et Facebook, qui, voilà, dans une interview, a dit « mais en fait, j'aurais dû m'inspirer d'un modèle comme WeChat, parce que plutôt que de reposer sur la publicité pour mes revenus, comme c'est le cas sur Facebook, WeChat se rémunère sur les transactions et les interactions, et ça, c'est beaucoup plus accepté dans le monde d'aujourd'hui et c'est beaucoup moins à risque. Donc, c'est tout le business model aussi. Je vois qu'il y avait une question sur comment ce WeChat se rémunère-t-il. Très peu sur la publicité et principalement en prenant une petite commission dès qu'il y a une transaction et en faisant tourner tous les mini-programmes sur ses propres serveurs, le Tencent Cloud. Donc, c'est un business model qui est complètement différent de Facebook. Et donc, peut-être qu'un Facebook va faire évoluer un peu ces différentes applications pour essayer de ressembler un petit peu à WeChat. Libra va dans cette veine, le Messenger Pay va dans cette veine, WhatsApp teste le paiement en Inde et donc sur des marchés où il n'y a pas encore de super app clairement identifiée. C'est typiquement des choses qui sont entrevues par Google, par Facebook pour gagner des marchés émergents et pourquoi pas faire évoluer leur offre dans les marchés européens et américains. Ok, super. Il y a vraiment beaucoup de questions. Il y en a une qui est revenue 2 fois sur est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut choisir une super app ou est-ce qu'on peut en utiliser plusieurs et est-ce qu'on peut avoir une super app sans moyen de paiement associé? Alors, généralement, les utilisateurs, ils ont plusieurs super apps. Par exemple, en Chine, ils ont Alipay et WeChat. Et de manière très pragmatique, pour par exemple le paiement, il y a tout un tas de coupons et de codes réduction qui sont utilisés, ce qui fait que quand je vais, par exemple, dans mon magasin, ça se trouve, je vais avoir des réductions si je paye avec WeChat et moins si je paye avec Alipay. Donc, généralement, il y a quand même plusieurs super apps qui sont utilisées à des fins un petit peu différentes. Le WeChat sera plus sur le gaming et les aspects sociaux parce que c'est le cœur du réacteur, quand un Alipay va plus être associé au paiement et aux services financiers, même si sur tout un tas de services, c'est un peu la même chose sur ces deux super apps, mais elles gardent un peu chacune leur cœur d'expertise, on va dire. Et sur le côté paiement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, un Grab et un Gojek, qui étaient donc les Uber de Singapour et l'Indonésie, ils ont été un peu plus dans le partenariat pour la solution de paiement. Donc, ça s'appelle GrabPay et GojekPay, mais derrière, c'est des partenariats. Ils n'ont pas développé from scratch leur solution de paiement. Ils se sont appuyés sur des partenaires financiers ou des startups, des fintechs qui faisaient ça très bien. Par contre, c'est sous leur marque, c'est GrabPay, mais par contre, derrière, c'est peut-être une technologie d'une startup vietnamienne ou autre. Donc, il y a un peu plus de modularité qu'un Alipay, c'était son cœur de service, le paiement, donc évidemment qu'ils le font en propre. Donc, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a, pour accélérer leur croissance, ils se sont dit, le paiement, on ne va pas le refaire from scratch, on va demander à des gens qui le font très bien. Par contre, on garde la main sur l'expérience et sur l'image de marque. Nico, Hugo, j'ai une question de Karine Boulier. Bonjour Karine, qui dit pour étendre, et qui rejoint un peu la question sur la sécurisation des données, pour étendre son emprise au-delà de la Chine, quelles concessions WeChat sera prête à faire pour la privacy et à la démocratie? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? J'ai l'impression que déjà en Europe, WeChat est présent, mais principalement avec WeChat Pay, donc pour fluidifier les transactions de ses utilisateurs quand ils sont à l'international. Et le trade-off sera sûrement un peu le même que ce qui se passe en Chine, c'est si vous êtes en Europe, vous respectez la RGPD, vos données sont stockées sur des serveurs européens et c'est des structures juridiques différentes. Aujourd'hui, en fait, WeChat, il y a plusieurs apps. Il y a Weixin, qui est l'application chinoise, qui est localisée en Chine, et l'application internationale WeChat, c'est une autre application. Donc, il y a déjà un petit peu une séparation entre le monde chinois et le reste du monde. Ce qui fait que si WeChat s'implante en Europe, et ils sont un peu en train de le faire, en tout cas via WeChat Pay, on peut imaginer qu'il y aura l'application des règles locales comme toute autre entreprise. Et après, je ne sais pas quel type de surveillance pourrait être fait, que les transferts de données ne soient pas faits à la maison mère ou au gouvernement ou autre. Mais en tout cas, j'imagine que la Commission européenne ou les États-Unis seront très vigilants à cet égard. Et c'est d'ailleurs, TikTok rencontre les mêmes problèmes de sécurité des données
et de problèmes avec la maison mère en Chine. C'est un peu le quotidien de ces géants chinois qui essayent de s'internationaliser et en fait qui sont confrontés au fait qu'il y a eu un Internet à 2 vitesses, il y a chez eux et à l'international. Ok, j'espère, Karine, que ça répond à votre question. J'ai une question intéressante aussi de la part de Kamel Wadi. Est-ce que les marques en Chine ont abandonné leurs applications mobiles pour se concentrer sur les mini-programmes de WeChat? Alors, clairement, c'est un des piliers de leur stratégie, les marques, le mini-programme. Et j'ai l'impression que ça a réévalué le mixte. Peut-être qu'avant, ils mettaient 100 sur leur app et maintenant, c'est peut-être 50-50. C'est clairement un canal d'accès principal. Pour les marques, c'est aussi pour leur stratégie de lancement un format qui est extrêmement pratique. Je ne sais pas, les marques de luxe, quand elles lancent une nouvelle ligne, généralement, il y a le mini-programme associé. Il y a même des mini-programmes événementiels qui sont juste pour la soirée de lancement de tel parfum. Donc, c'est un format qui est beaucoup plus flexible aussi et qui permet d'être en direct avec le consommateur. Je pense que demain, Rachel aura beaucoup plus d'éléments que moi pour répondre à cette question parce que c'est son quotidien. Et donc, je pense qu'elle sera ravie d'apporter son savoir sur ce sujet, mais c'est clairement devenu un pilier principal dans la stratégie des marques, notamment par le fait, comme l'a expliqué Hugo, que quand on crée un mini-programme, comme c'est des techno-web, c'est très facile en fait, de reprendre l'effort technique qui a été fait pour développer un mini-programme sur WeChat et pour le mettre sur Alipay, par exemple, ou Baidu. Donc généralement, on crée un mini-programme une fois et on n'a pas cette complexité de se dire j'ai un développement iOS et un développement Android. Une fois que je l'ai créé, c'est beaucoup plus facile de le plugger à d'autres super apps. Et d'un point de vue purement, on va dire, fonctionnel, globalement, qu'est-ce qu'on met dans son mini-programme, qu'est-ce qu'on met dans son appli mobile et qu'est-ce qu'on met dans son site web? Un peu comme avant, on avait un site web où tout était dessus et on avait fait le choix de faire une appli mobile qui concentrait les features qui étaient intéressantes en mobilité ou qui servaient de la géologue, des capteurs du téléphone. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que typiquement McDo, qui a ses mini-programmes, ce qui est fait généralement, c'est que sur l'application McDo qui permettait de faire 4-5 services comme commande à distance, récupérer, voir son programme de fidélité, ainsi de suite, on va avoir 4 ou 5 petits mini-programmes différents parce qu'on va vraiment, un mini-programme, il faut vraiment l'imaginer comme une transaction qui prend au maximum 30 secondes. C'est vraiment, on ouvre WeChat, on fait une action pendant 30 secondes et on a fini avec le mini-programme. Donc, ça va être des choses très ciblées dans lesquelles, en fait, on va venir encore à l'intérieur de l'appli mobile découper certaines fonctionnalités très précises et les transformer sous forme de mini-programme. Donc, généralement, à moins que l'appli mobile avait un scope assez limité, le mini-programme ne va pas venir la remplacer, mais il va venir extraire une fonctionnalité clé pour l'offrir sous une utilisation très rapide. Merci à tous les deux. J'espère que ça répond bien à votre question. Une question un peu plus technique, en fait, qui revient par 2 fois sous des formes différentes. Est-ce qu'il y a, je suppose que développer une super app est plus complexe qu'une simple app. C'est une question d'Herman. Bonjour Herman. Quels sont les prérequis techniques et organisationnels pour envisager de se lancer sur un tel projet, sachant qu'on est plutôt sur un modèle winner takes all? Et la question complémentaire et presque similaire, de Jean-François Reynaud, y a-t-il un framework technique existant ou en cours de construction pour faire une super app? Alors, pour répondre, il n'y a pas de solution sur étagère pour faire une super app aujourd'hui, notamment parce qu'en fait, faire une super app, c'est un peu comme faire un système d'exploitation. Donc, ça ne veut plus dire qu'on développe un logiciel, un programme, une appli qui répond à nos besoins internes, mais c'est qu'en fait, on va globalement avoir notre application de base et ensuite, on va vouloir développer un socle sur lequel tous nos partenaires vont pouvoir venir se brancher. Donc, ce que ça change par rapport à un développement classique où vous avez vos besoins et une équipe qui va venir créer un logiciel qui répond à ses besoins. Là, vous allez devoir comprendre les besoins de vos potentiels partenaires, ceux qui sont déjà là et ceux qui ne sont pas encore là, et savoir comment leur offrir une plateforme de développement ou leur donner ce qu'on appelle des SDK, c'est des outils de développement, pour que ce soit le plus simple possible pour vos partenaires de venir développer leur mini-programme au sein de votre super app. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir déjà votre super app qui fait plein de choses, et ensuite ouvrir ces fameuses API, ouvrir ces fameux canaux pour vos partenaires. Et ensuite, en plus de la partie technique, vous allez avoir toute une partie, on va dire pas évangélisation, mais
support de vos partenaires ou leur offrir de la documentation. Potentiellement, WeChat a son propre IDE, donc c'est son environnement de développement. Donc, c'est un programme au sein duquel vous écrivez le code WeChat et à droite, vous avez un simulateur de ce que rendrait votre mini-programme au sein de WeChat. Donc ici, on se rend compte que on doit, en plus de développer son propre programme, développer et construire tous les outils de développement pour la communauté de partenaires qu'on souhaite intégrer. Donc c'est évidemment une entreprise d'une envergure beaucoup plus grande qu'une appli classique. Super. J'espère que ça répond à vos questions techniques. On va finir avec une dernière question pour tenir le timing. Mais en fait, ça va être 2 questions en une question de Bérangère Delaporte et une question d'Herman encore sur est-ce que vous avez des détails sur Rappi et est-ce que vous avez entendu parler de la super app bancaire Tinkoff en Russie et quelles informations est-ce que vous avez? Alors pour Rappi, c'était vraiment une licorne colombienne. Le but, c'est de livrer à domicile. Donc c'est une sorte de Uber Eats en fait. C'est vraiment sur de la livraison et du retail. Donc là, le cœur de métier, c'est pas vraiment comme un WeChat, c'est un peu comme un Gojek et un Grab. À la base, c'était des mecs sur des scooters qui livraient plein de choses. Et donc ça peut être de la nourriture, des colis et une solution de paiement pour payer avec son smartphone. Et donc à partir de ce cœur-là, ils se sont développés. Ils ont fait des grosses levées de fonds, plusieurs centaines de millions de dollars. On n'a pas plus creusé le modèle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent un petit peu les mêmes éléments clés. Ils commencent à ajouter un service, 2 services, puis 4 services. Une fois qu'on a des gens sur des scooters, on peut faire venir des gens qui font des massages, on peut faire venir des médecins, on peut faire venir plein de choses. Donc en fait, l'infrastructure, là, elle est très physique. C'est une force de frappe sur le terrain avec des moyens de se déplacer et aussi technologique avec toute la solution de paiement, l'app, l'architecture, ce qui fait qu'on peut rajouter tout un tas de services au fur et à mesure. Donc, c'est plutôt dans la mobilité, mais c'est un acteur qui est très intéressant à suivre parce qu'il y a des gros investisseurs derrière et comme dans tous les autres pays en voie de développement, ce genre de service séduit parce qu'il permet un gain d'expérience et de praticité qui est hors norme. En Chine, avant WeChat, quand il fallait payer sa facture d'eau, il fallait se déplacer physiquement dans une boutique, faire la queue, ça prenait 3 heures. Avec WeChat, en 30 secondes, c'est fait. Donc, c'est ce gain de praticité qui fait que c'est extrêmement séduisant pour tout un tas d'utilisateurs qui y voient un gain de temps. Et pour la startup russe, malheureusement, je n'ai pas d'infos. Hugo, peut-être que tu en as. Non, je ne connais pas très bien le marché russe, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on conclue maintenant. Vous allez recevoir par email un remerciement, un formulaire de satisfaction et le replay de la vidéo pour ceux qui sont arrivés en retard. Je vous donne rendez-vous demain à midi. On sera connecté avec Shanghai, avec Rachel Deidou, qui est notre Managing Director de Shanghai, et on parlera de la façon dont la COVID-19 redessine un nouvel écosystème du social media en Chine. J'espère vous voir nombreux. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vos proches et de rester chez vous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.